Bonjour tout le monde, merci pour être ici à cette troisième édition de Paris User Group Open Search. Euh, donc on a vu le fonctionnement d'un système RAG. Maintenant on va aller un peu plus loin, on va voir le fonctionnement d'un RAG de type agentique. Et donc on va explorer ensemble ça que pour moi c'est l'avenir de la recherche et on va le faire avec Open Search. Avant tout, moi je suis Pietro, je travaille chez Adeline. Euh, Adeline, c'est une boîte euh, qui fait, qui travaille sur les moteurs de recherche. Donc on espère dans tous les moteurs de recherche comme Elasticsearch, OpenSearch et Solar. On fait aussi de consulting et on fait pas mal de formations et de conférences aussi. On organise bien sûr on co-organise le meetup OpenSearch avec AWS et on organise aussi le meetup Search Data and AI. On développe aussi A2, c'est un plateforme de recherche pour l'e-commerce et on développe aussi DotSite, qui c'est un moteur de recherche collaboratif. Euh, Avant de voir un peu comment ça fonctionne le système Agentic RAG, j'aimerais bien commencer du début. Le début, c'était la recherche lexicale. Au début, comme dans les premiers moteurs de recherche, on pouvait faire que de la recherche lexicale. Par exemple, dans Archi, on pouvait, par exemple, choisir les différentes typologies de recherche. Donc, on pouvait faire de la recherche exacte, on pouvait utiliser de la recherche avec des regex, on peut être sensible à la casse ou pas. Au fil du temps, la recherche dans les moteurs de recherche a évolué. On a eu l'introduction du question answering, on a eu l'introduction des résumés, on a eu l'introduction de tout un tas de modèles de machine learning jusqu'au présent, à laquelle on a l'introduction et vraiment la puissance des large language models qui ont vraiment révolutionné les moteurs de recherche, dans le sens que on avait une interface dans laquelle on pouvait taper des mots et chercher des choses. Maintenant, on chatte avec notre moteur de recherche, qui est devenu plutôt un chatbot, justement. Et donc, c'est le cas, par exemple, de Perplexity. Par contre, au départ, comme je disais, on a commencé à travailler avec des large language models, mais au départ, on avait pensé que les LLM pouvaient remplacer complètement les moteurs de recherche. Euh, Par contre, on a rencontré des problèmes, des gros problèmes quand on faisait ça. C'était par exemple le fait que les sources citées par notre LLM sont la plupart des fois obsolètes et sont figées. L'LLM aussi a des connaissances limitées. Euh, un LLM est entraîné sur un gros corpus de données, mais le gros corpus de données, elle est bien sûr limité. Et en dernière, l'LLM peut halluciner. Ça veut dire qu'il peut nous donner des réponses complètement inventées. Parce que le but d'un LLM, c'est toujours de générer du texte et donc de nous répondre éventuellement. C'est pour ça qu'on a décidé d'introduire le système RAG. Donc, il prend le meilleur des deux mondes, dans le meilleur des mondes de l'LM et le meilleur du monde de Search, pour un système voilà, qui est plus complexe. Donc, les avantages sont qu'on peut accéder à des connaissances sélectionnées et actualisées, on peut réduire les hallucinations et enfin, on a aussi des informations citées et vérifiables. Donc, comment ça fonctionne en RAG? On a l'utilisateur qui va poser une question. Cette question, elle va être vectorisée. On peut faire ça de manière avec de la recherche sémantique, mais on peut faire ça aussi avec la recherche lexicale. Pourquoi dans le système RAG on utilise plus souvent la recherche sémantique? Parce qu'elle fonctionne mieux avec des queries qui sont plus verbeuses. Euh, Si on voudrait utiliser la recherche lexicale, on devrait surtout faire de la préanalyse, donc extraire par exemple des entités nommées et utiliser ces entités nommées pour la recherche. Sinon, ça risque d'avoir ou de zéro résultat ou d'avoir trop de bruit. Ça dépend d'après quel genre d'opérateur on utilise pour la recherche lexicale. Mais dans ce cas, dans cet exemple, on va dire on part sur de la recherche sémantique et OpenSearch est parfait pour ça.
Donc, le moteur de recherche, il va servir de retriever, il va récupérer les documents et après, on va utiliser nos documents, on va envoyer vers l'LLM documents qui vont fournir notre contexte, la question posée par l'utilisateur et un prompt qui va donner des instructions au LLM. Et à la fin, l'LLM, il va nous répondre. Ça, c'est le fonctionnement classique d'un RAG. Par contre, parfois, le RAG n'est pas suffisant. Pourquoi il n'est pas suffisant? Parce qu'on peut avoir des queries qui sont plutôt complexes. Par exemple, ici on essaie à demander à ChatGPT quelle a été l'évolution du prix de l'iPhone à partir de l'iPhone 3 jusqu'à l'iPhone 17. Maintenant, si on pose cette question à un RAG classique, et bon, avant tout, comme on a vu, on aura la récupération des résultats, mais cette récupération est statique. Bon, les résultats sont récupérés, sont envoyés à l'LLM et l'LLM il va se débrouiller à répondre. Mais avec ce genre de questions, si on pense à la query posée par l'utilisateur, probablement il va récupérer les prix de l'iPhone 3, de l'iPhone 17, et par contre les autres, ça va être compliqué. Sauf s'il tombe sur un article qui a déjà parlé de l'évolution du prix. Euh, donc ça va pas marcher dans la plupart des cas parce qu'on n'a pas un procès itératif. On a besoin que l'LLM puisse vérifier un fait, après affiner la requête et refaire une autre recherche et faire ça de manière itérative jusqu'au moment qu'ils peuvent nous répondre à la réponse, qu'ils peuvent nous donner la réponse. Euh, et donc ça, c'est vraiment quelque chose de similaire à le comportement qu'on a avec les agents. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle du agentic RAG. Donc, qu'est-ce que c'est un agent? Un agent, c'est un système autonome qui perçoit son environnement, prend des décisions et agit pour atteindre des objectifs spécifiques, en affinant de manière itérative son plan à partir des observations et des expériences passées. Donc, c'est justement ça qu'on veut d'un système de type agentic RAG. Et dans le cas d'un système d'agentic RAG, l'LLM doit faire plusieurs choses. Mais avant tout, doit être un LLM décisionnel. Il doit pouvoir choisir la prochaine action ou requête. Dans certains cas, il doit aussi même pouvoir planifier l'intégralité des requêtes et des actions à faire, à prendre. Il doit pouvoir utiliser des utiles. Donc, on a des utiles de recherche, des utiles d'exécution du code et des API génériques. Bien sûr, comme c'est un procès itératif, on a besoin d'une boucle de raisonnement avec autoréflexion. Donc, il doit évaluer les progrès et ajuster les actions à fur et à mesure. Et enfin, pour faire tout ça, a besoin sûrement d'une mémoire pour conserver le contexte. Un exemple de agentic RAG, c'est justement ici, sous la gauche, vous voyez sens comportement agentique. Le RAG, il va pas nous donner la réponse, il lui demande c'est quoi la météo à San Francisco. Alors que si on a de comportement agentique, le RAG va pouvoir interroger un API. Dans ce cas, ça pourrait être l'API de AccuWeather, j'imagine, et il va pouvoir nous donner la réponse à partir de l'API. Je vais aller très rapidement sur cette partie. On n'a pas introduit le RAG agentique tout de suite. On a dû attendre. C'était même ici un procès itératif. Mais les premiers essais étaient basés sur le prompting. Donc, on avait de chain of thought, de self consistency et de tree of thought. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de guider l'LLM à raisonner étape par étape, plutôt qu'aller directement à la réponse. Par contre, les résultats sont assez limités, mais c'était déjà un premier pas. Après, on a introduit le système, le React Prompting. Donc, le React, qui vient de Reasoning et Act, ça représente vraiment une première étape vers l'agentic RAG. Donc, l'idée ici, c'était de pouvoir donner la possibilité au LLM de utiliser des utiles et d'utiliser les réponses de ces utiles pour nous donner des réponses. Et surtout, c'était un processus itératif. Le problème ici, que tout se fait via le prompting, donc les résultats peuvent être inexacts et sujets à la modification. Euh,
comme on est en train d'itérer et l'LLM a besoin d'une mémoire pour fonctionner correctement dans le système agentic RAG, euh, on peut avoir des problèmes au niveau de la fenêtre de contexte parce que on a plusieurs messages qui s'enchaînent un avec l'autre. Et donc, c'est limitant. Et enfin, il a un processus en fait de parsing pour invoquer les utiles avec des bons paramètres qu'il est assez complexe et chaotique. Avec un système de React Prompting, en fait, chaque fois que le LLM il va appeler les utiles, déjà il va voir les instructions, la description des utiles à l'intérieur du prompt, et donc il va savoir quels paramètres envoyer, et donc il va faire un appel à l'utile. Sauf que ça va pas être vraiment un appel, ça va être en fait, il y aura un parser qui va voir quand le LLM a fait cet appel. Il va récupérer du texte généré par l'LLM les mots-clés, donc les paramètres, et il va utiliser ces paramètres pour appeler la fonction. Après, la fonction retournera des résultats, et après ces résultats, ils vont être envoyés vers l'LLM, et l'exécution de l'LLM, il va répondre. Donc, c'est un processus vraiment très complexe, chaotique, qui peut avoir des problématiques. Mais ce processus, comme je disais, a évolué au fur et à mesure. Et donc maintenant, on a ce qu'on appelle le tool calling. Donc c'est une technique qui est beaucoup plus structurée que React. Dans ce cas, l'LLM décidera si un appel à un utile est nécessaire et s'il est nécessaire, va définir vraiment l'objet JSON pour appeler l'utile. Et les utiles sont généralement définis par nom, description et paramètres. Donc, comme vous voyez dans le diagramme ici à côté, le tool calling représente vraiment bien l'aspect agentique. Donc, le fait qu'on a plusieurs itérations, le fait que l'LLM peut interagir avec l'environnement et le fait à travers des utiles. Ici, un exemple de définition d'un utile. Donc, ça, c'est l'utile pour la recherche d'une vol. Euh, Par exemple, voilà, dans ce cas, on a défini cet utile search flight. On a plusieurs properties, donc on a la ville de départ, la ville d'arrivée et le jour. Donc par exemple, quand on demande à un LLM what flights are available from Paris to San Francisco on September 7th, ben, l'LLM il va pas savoir nous répondre directement, mais il va pouvoir appeler en fonction. Donc vous voyez sur la droite comment l'LLM il va extraire lui-même les valeurs, alors qu'avec le React c'était un parser. Il va les fournir à cette fonction, il va créer lui-même la fonction pour l'envoyer vers l'API et obtenir après une réponse. Alors, un des gros problèmes de cette approche, c'était que chaque provider de large language model était en train de développer sa propre façon de se connecter à différents services. Et comme on a une dizaine de providers, comme on a une dizaine ou des centaines ou même des milliers de services disponibles qui peuvent s'interfacer avec les LLM, ou qui ont besoin d'interfacer avec les LLM, on avait une implémentation fragmentée et complètement compatible de ces utiles. Et donc, en fait, les développeurs de chaque provider étaient en train de faire le travail plusieurs fois, le même travail, en fait. C'est pour ça que Anthropic a introduit en novembre 2024 le concept de serveur MCP. Donc le MCP, c'est un protocole ouvert qui standardise la manière dont les applications fournissent du contexte au grand modèle de langage. Donc il offre des intégrations préconstituées prêtes à l'emploi pour l'LLM, un cadre standardisé pour les intégrations, un protocole ouvert et accessible à tous, et une flexibilité pour changer d'application tout en conservant votre contexte. Il fonctionne un peu comme un USB Type-C, alors qu'avant on avait tous les différents types de connecteurs. Maintenant, on a juste notre USB Type-C et on peut connecter n'importe quel service à n'importe quel modèle de la même manière. Très pratique et justement été intégré par
un millier d'applications. Vous avez ici les liens, vous pouvez le récupérer. Mais on a des acteurs majeurs dans tous les domaines. On a vraiment des milliers de boîtes, d'applications qui ont intégré ça dans leur système. Et bien sûr, on a aussi OpenSearch. Donc, pour arriver à ça, pour arriver à la MCP Server, ben, il y a eu plusieurs étapes, plusieurs développements de fonctionnalités un peu liées au monde, ici, on voit de l'intelligence artificielle. Euh, je vais faire un focus surtout sur trois choses avant de l'MCP. Euh, Avec la version 2.9, on a introduit les connecteurs. Les connecteurs servent à connecter à notre cluster n'importe quel modèle et n'importe quelle API. Euh, En version 2.12, a été introduit la recherche conversationnelle. En 2.13, les agents et les utiles. Et enfin, dans la version 3, est introduit l'MCP Server. Pourquoi je veux qu'on se concentre sur ça? Parce que on va voir pendant la démo l'utilisation de ces quatre utiles. Alors, avant de voir un peu la démo, on va voir qu'est-ce que c'est et comment on travaille avec les agents. Donc, les agents sont des coordinateurs qui utilisent des grands modèles de langage pour résoudre un problème et utilisent des utiles pour atteindre leurs objectifs. On a quatre typologies d'agents. On a le Flow Agent et Conversational Flow Agent. Donc, le Flow Agent, c'est en général, c'est un agent qui va exécuter plusieurs étapes, mais l'ordre il est bien spécifié, il est cadré. Un Conversational Flow Agent, il va juste ajouter un mémoire, et donc c'est pour ça qu'il s'appelle Conversational, parce que la mémoire va servir surtout pour des cas de chatbot. Après, on a les Conversational Agent et le Plan Execute Reflect Agent. Donc, le Conversational Agent, différemment des Flow Agent, il va pas avoir des outils définis dans un ordre, mais il va avoir la définition de plusieurs utiles qu'un LLM pourra utiliser. Donc, le LLM pourra choisir lequel des utiles utiliser. Il pourra choisir plusieurs utiles, bien sûr, et ça peut être aussi un processus itératif. Et enfin, le Plan Execute Reflect Agent, il utilise plusieurs Conversational Agents, mais avant tout, on a un LLM qui va planifier. Donc, il va définir quelle étape il va faire, et après, il va exécuter, il va revoir un peu les étapes, et il va s'améliorer au fur et à mesure. Et il va réutiliser plusieurs conversational agents à son intérieur. Euh, donc, encore du contexte ici. Les tools dans OpenSearch, on en a plusieurs. On a une première fonctionnalité utile qui a été introduite par OpenSearch dans la version 2.13. Cette fonctionnalité est compatible avec tous les typologies d'agents. Par contre, c'est pas du MCP. Est introduit donc dans la 2.13, donc avant l'introduction de Anthropic, de concept même de MCP. Après, on a aussi l'introduction, comme je disais, de l'MCP. On a deux typologies d'MCP. On peut avoir d'MCP interne à OpenSearch, qui est disponible à partir de la version 3.0 et qui est compatible avec les agents Plan, Execute, Reflect et Conversational. Et on a un MCP externe. Même lui était introduit à partir de la version 3.0, sauf qu'il est compatible à partir de la version 2.0 parce que c'est la version qui nous permet d'utiliser les connecteurs. Donc simplement, on va pouvoir utiliser le connecteur pour se connecter au MCP externe. Donc les tools standards, on a une liste d'utiles qu'on peut utiliser avec OpenSearch. Par exemple, on voit l'Index Mapping Tool, c'est un
un espèce de cat indices, un mode qu'on peut brancher sur l'LLM. Comme ça, l'LLM peut connaître l'ensemble des éléments dans notre cluster. On a aussi le ML Model Tool pour avoir aussi un modèle, pour faire en sorte d'utiliser un modèle. C'est pas forcément un modèle en large language model, mais peut-être aussi un modèle de, par exemple, de extraction d'entités nommées et avoir tout ça, par exemple, dans un flow. Donc, par exemple, dans un flow agent pour faire du RAG, on peut avoir en deux étapes un vector DB tool qui fait de la recherche sémantique, un ML model tool qui appelle un LLM, et donc il y a le vector DB tool va envoyer le résultat de la recherche sémantique vers le ML model tool qui va être configuré peut-être aussi avec un prompt, et il va donc pouvoir utiliser tout ça pour interroger le LLM et avoir une réponse en style RAG. Les tools standards d'OpenStack sont suffisants pour les principaux cas d'usage, mais sont extensibles à partir de l'implémentation de l'interface tool. Et après, on a les MCP. Donc, dans ce cas, l'MCP interne, il est intégré à OpenSearch, mais on doit l'activer. Vous voyez ici la commande. On a la possibilité, on doit enregistrer les utiles avant l'utilisation, parce qu'aucune utile n'est enregistrée. Et on a aussi plusieurs endpoints qu'on peut utiliser. La doc est très complète en ce regard. Par exemple, on a un point pour lister les tools disponibles. Et comme je disais, on a aussi la possibilité d'utiliser un MCP externe. Euh, Dans ce cas, la liste des utiles, on a une liste d'utiles prêts à l'emploi. On n'a pas besoin de les définir. Entre autres, vous voyez, on a Search Index Tool, List Index Tool, Index Mapping Tool. Et par contre, on a la possibilité aussi d'étendre les utiles en créant un utile et en les enregistrant sous le serveur MCP. Donc, c'est très pratique si on veut faire des choses au-delà des utiles prédéfinis. Donc, la démo, qu'est-ce qu'on va faire dans cette jolie démo? On va avant tout connecter notre modèle via des connecteurs. On va utiliser un agent plan execute et reflect pour implémenter un système d'agentic RAG. Avant tout, on va utiliser les utiles OpenSearch de base, standard, pas MCP, et après on va essayer d'utiliser le serveur MCP pour extendre le cas d'usage. Et le cas d'usage, ça va être justement de l'e-commerce. Donc, avant de commencer, je vous montre un peu l'état du cluster. Donc, on est sur une version de OpenSearch 3.1. La 3.2 est sortie récemment. J'avais déjà préparé cette démo sur cette version. Donc, ma démo, ça va être une démo e-commerce, comme je disais. Donc, je vais vous montrer un peu l'ensemble des données et j'expliquerai un peu le use case. Donc, on a un premier index qui contient des recettes. Donc, on a des recettes classiques que tout le monde connaît. Donc, la recette des pizza margherita. Des recettes de spaghetti carbonara, des recettes de Caesar salad. Et pour chacun de ces recettes, on a donc les instructions et les ingrédients qu'on peut utiliser, qu'on doit utiliser. On a aussi des recettes, je dirais moins classiques, comme des focaccia de croissant. Des focaccia, c'est comme du pain salé la plupart des fois. Ça, c'est une focaccia sucrée par contre. C'est pas si commun d'avoir des focaccia comme ça. Donc toujours ingrédients et instructions. Ça, c'est notre index, receipts index. Après, on a un deuxième index qui s'appelle products index qui contient, un peu comme on peut voir dans l'index d'un supermarché, l'ensemble des produits. Donc, on a le nom du produit, la marque, la catégorie et le prix. Donc, vous voyez, on a ici des produits qu'on peut utiliser pour faire la pizza margherita, on a des produits classiques et on a des produits qui n'ont rien à voir avec les recettes comme qu'on a vu en autre, comme le shampoing et du Coca-Cola. Donc, avant de commencer avec la première démo, dans ce cas, j'ai dû
changer l'état du cluster pour dire qu'on veut faire du ML aussi sur des data nodes. Ça, on le fait en général, surtout les démos, quoi. Parce qu'on ne veut pas avoir un nœud ou plusieurs nœuds de type ML. On part sur des nœuds standards qui sont des data nodes et on fait tout sur le même nœud. Euh, Deuxième chose, on va créer un groupe. Donc un groupe en OpenSearch, ça sert à enregistrer sur le même domaine plusieurs modèles. Ici, j'ai déjà créé mon groupe et j'ai mon modèle ID. Juste pour vous montrer un peu, je vais créer un nouveau groupe et là, vous voyez le modèle ID. Là, j'ai déjà récupéré le modèle ID et chaque fois qu'on fait une tâche sur OpenSearch de type ML, on a généralement des ID qu'on va utiliser dans l'étape juste après. Euh, donc, après, on va créer notre connecteur. Dans ce cas, notre connecteur, ça va être un connecteur pour connecter un modèle. Dans ce cas, c'est le modèle GPT-4. On a nos crédentiels, on a le action type, la méthode et l'URL, donc le endpoint. Et on a bien sûr le request body qui contient le payload envoyé vers le service. Dans ce cas, j'ai déjà créé mon modèle. Et on a, comme je disais, on a toujours des ID. Donc dans ce cas, c'est un connector ID. Quand on a le connector ID et le mot de la groupe ID, on peut les utiliser dans la commande register pour enregistrer le modèle. Donc, on utilise le connector ID et le mot de groupe ID. Ça va nous donner le mot de l'ID avec le mot de l'ID, donc avec son propre ID, quoi. Là, je vais faire juste un test pour voir si le modèle fonctionne, si le token est correct, si la connexion ça se fait bien. Donc j'ai envoyé mon prompt et loader et j'ai envoyé mon système prompt. Il y aura good LLM, you like to make jokes et le modèle nous répond. Drôlement, donc avec nacho cheese. Ok. Donc on voit bien que le modèle répond et le système prompt est bien passé. Euh, Après, on va créer notre agent. Donc, c'est un agent de type plan, execute and reflect. Donc c'est un agent qui va utiliser plusieurs agents conversationnels, mais qui va avant tout planifier et va pouvoir utiliser plusieurs utiles. On lui passe le modèle ID, toujours le même qu'on a testé ici. On a une mémoire de type conversation index, donc ça veut dire que le modèle il va pouvoir récupérer la chat à partir d'un index qui va stocker justement la chat comme une espèce de mémoire. Et on a surtout, chose plus importante, on a les utiles. Dans ce cas, c'est les utiles standards qu'on peut utiliser à partir de la version 2.13. Donc on a la list index tool qui fait catéticis, un search index tool qui sert à la recherche et un index mapping tool qui sert à récupérer le mapping de notre index. On fait ça, on récupère l'agent ID. Dans ce cas, j'ai déjà récupéré. Et après, on peut tester tout ça. Donc, on peut tester tout ça. On peut demander, par exemple, quel ingrédient et quel coût a la focaccia de Croissano. Et on lui demande aussi de nous passer tous les produits. Donc, on fait ça et on retrouve la réponse du modèle qui a pu utiliser les utiles, sachant que le modèle, il connaissait rien de l'état du cluster, il connaissait pas le nom de l'index, il connaissait vraiment rien, donc il a pu utiliser les utiles pour faire un list index tool, pour récupérer le nom des index. Après, il a fait un index mapping tool sur les index qu'il a probablement trouvé intéressantes, entre autres l'index qui contient les recettes et l'index qui contient les produits. Et après, il a fait un search index tool pour récupérer les ingrédients pertinents par rapport à la recette. Et donc, il a pu récupérer les Italian flour 1 kg. On regarde ici. On a bien notre Italian flour d'1 kg de brand Molino Rossi et en prix de 50. On a la Manitoba flour, devrait être ici, un prix de 3 euros, toujours 1 kg. L'eau, la levure, il a dit
il n'a pas trouvé. Justement, on n'a pas vraiment des prix pour ça. Trouver les œufs. Ils doivent être quelque part par là. Voilà. Avec un prix de 2,80. Et voilà. Après, il nous a pas donné un prix final parce que justement, il a plein d'ingrédients qu'il n'a pas réussi à trouver. Mais encore une fois, c'est incroyable comme le modèle a réussi en fait à, comment dire, à interfacer avec les utiles et à les utiliser pour nous répondre. On va passer maintenant à la deuxième partie de notre démo. Dans la deuxième partie, on va montrer comment connecter un serveur MCP. Et donc, avant tout, j'aimerais bien vous montrer à quoi ça ressemble un serveur MCP. Dans ce cas, c'est un serveur MCP externe, comme vous pouvez voir ici, qu'on a connecté avec un connecteur. Je vais vous montrer après. Je vous montre juste notre serveur MCP qu'il tourne en ce moment dans un Docker. Et un serveur MCP, en fait, la chose plus importante qu'on aura, c'est les utiles, bien sûr. Des utiles qui sont déjà définis, parce que ce sont des outils définis par OpenSearch, donc le list index tool, par exemple, pour récupérer tous les index, le get index mapping tool, etc. De mon côté, j'ai ajouté aussi un autre tool, que c'est le web search tool. Donc, il fait une recherche Google utilisant un API et un clé Google et qui retourne l'ensemble de documents. Donc, on a du texte et le titre de document, la description et le titre de document. Et on a défini aussi la signature de cet outil, justement ici, WebSearch2, que le modèle, l'LLM, va pouvoir l'utiliser pour faire des recherches sur Internet. Très simple. Donc, comme je disais, on a dû aussi changer l'état de cluster pour activer la possibilité de connecter à des MCP, très importante, et aussi pour habiliter la possibilité de se connecter à des endpoints pas connus, euh, par exemple celui-ci, OpenSearch MCP. Entre les endpoints connus, vous pouvez trouver sur la doc, il a par exemple l'endpoint d'OpenAI, parce que voilà, tout le monde se connecte à le serveur d'OpenAI. Si on veut utiliser d'autres endpoints, il faut modifier notre paramètre au niveau des connecteurs. Ici, j'ai créé mon connecteur vers mon serveur MCP. Encore une fois, on garde notre connector ID. Et après, j'ai créé mon agent. Dans ce cas, j'ai utilisé un agent conversationnel. Donc, c'est plus simple que le plan execute reflect agent. Mais le même fonctionnement, quoi. On a par exemple, notre model ID, le même qu'on a utilisé dans la première partie de la démo, le même modèle, donc GPT-4. Une typologie de conversation index pour la mémoire. Et par contre, ici, vous voyez qu'on a notre MCP connector, dans laquelle j'ai spécifié un utile, que c'est justement l'utile que j'ai utilisé, que j'ai défini, donc le Web Search Tool. Le tool filter, ça sert justement à spécifier, à donner à l'agent juste les utiles nécessaires à son fonctionnement. Parce qu'imaginons, sur un MCP server, on peut avoir 200 utiles, 300 utiles, 500 utiles. Sauf que pas toutes les applications ont besoin de l'intégralité des utiles. Ça peut aider le LLM à bien choisir. Et après, en approche un peu hybride, on peut avoir aussi des utiles standards d'OpenSearch. Donc, dans ce cas, on a la list index tool, le search index tool, le index mapping tool, etc. Euh, donc, la chose que j'ai fait ici, c'est juste de demander qu'est-ce que c'est la focaccia di Croissant, j'ai traduit de l'italien, et j'ai donné aussi dans ce cas un prompt avec plusieurs choses, en lui demandant surtout d'utiliser les utiles. Et le moment que j'ai fait ça, j'ai eu ma réponse qui me indique la définition de cette recette, donc de ce produit, de focaccia di Croissant, et il me donne plus de détails sur à quoi ça correspond. Et voilà.
donc a utilisé l'LLM a pu utiliser le l'outil Web Search Tool pour répondre à notre question. On a fait un autre cas. C'était le cas où on n'avait pas notre utile de recherche, donc notre API, notre Web Search Tool, et justement, le modèle, il nous disait, comme demandé dans le prompt, de nous dire qu'il n'avait pas trouvé l'information. Donc ça évite aussi les hallucinations. Et voilà. Mais en conclusion, les moteurs de recherche, on a vu, ils ont évolué très rapidement dans les dernières 3 ans avec la venue de l'LM. Les RAG offrent de nombreuses fonctionnalités qu'on peut utiliser pour rendre les moteurs de recherche plus intelligents. En plus, le RAG agentique va encore plus loin, donnant vraiment la main à l'LLM pour faire beaucoup de choses, pour interagir avec des utiles et pour avoir vraiment une intelligence décisionnelle. Par contre, quand on est sous du RAG agentique, comme sous le RAG, on devait bien configurer notre retriever, donc notre moteur de recherche sémantique ou pas. Quand sous le RAG, on devait vraiment bien configurer aussi le prompt pour éviter des hallucinations au maximum et pour avoir des comportements euh, choisis. Mais avec le RAG agentique, c'est très important aussi de configurer les utiles que le LLM va utiliser, donc avoir une description correcte, avoir des implémentations bien sûr correctes si c'est à nous de les implémenter. Donc comme c'est un système, c'est quelque chose de complexe et on a vraiment besoin de tout configurer au mieux pour le faire. Et ici sur la droite, vous avez un QR code vers un article j'avais écrit par rapport à l'Agentic RAG, donc vous trouverez un peu les implémentations qu'on a vues aujourd'hui pendant la démo. Et aussi, on cherche, on est on a, comme je disais, on co-organise cette meetup avec AWS. Euh, et on a ouvert aussi le CFP. Donc, si vous voulez participer et proposer votre idée, votre talk lorsque de prochaines meetup OpenSearch, vous pouvez le faire. Vous avez ici le QR code ou vous trouverez dans la description du meetup, donc sur la page de meetup, le lien vers le CFP. Donc, n'hésitez pas, tous les cas d'usage sont bienvenus, tous les talks sont bienvenus, bien sûr, les talks sur OpenSearch. Et voilà, c'était tout pour ma part. Merci tout le monde. Et, euh, et si vous avez des questions, je suis là.